Bonjour tout le monde. Donc, je lance le chrono. Content aussi d'être parmi vous et j'espère que la prochaine fois, ça sera en présentiel avec l'amélioration de la situation sanitaire au Maroc. Je vais rentrer rapidement dans le vif des sujets. Donc, les occlusions aiguës du tronc basilaire, c'est une situation qui est rare, mais qui est très grave, avec une mortalité et une morbidité qui est très élevée. Les tableaux cliniques, lorsqu'ils sont classiques, donc ça ne pose pas un problème de diagnostic, mais on peut avoir des tableaux qui sont trompeurs et qui sont responsables d'un retard diagnostique. Le diagnostic, il est basé sur l'imagerie, et de préférence une imagerie une IRM cérébrale avec une ARM. Si on se rabat sur une TDM cérébrale, toujours il faut associer un angioscanner et les traitements, il n'y a pas de recommandation claire. Il y a des questions qui se posent. Comment sélectionner le bon patient? Quels sont les patterns clinico-radiologiques favorables? Quel délai et quelle technique de reperfusion proposer? Donc, avant de se lancer dans la présentation, c'est une vignette clinique, c'est un patient qu'on a pris en charge au niveau de notre service, 81 ans, antécédent d'HTA et qui a présenté vers 18 heures des troubles de la vigilance. À l'admission, il avait un score de GSS entre 7 et 8 avec des bonnes constantes hémodynamiques et l'examen neurologique, il a été admis à H24, il y avait un NIS à 32 avec un Babinski bilatéral et un réflexe oculocéphalique absent et à l'examen cardiovasculaire, il y avait une ACFA. Donc, sur le scanner qui a été réalisé initialement, donc vous remarquez, il y a peut-être une petite hypodensité au niveau de la protubérance, mais on doute sur une artère basilaire qui est spontanément hyperdense. On va voir cet élément-là. Et lorsqu'on a complété par un scanner, donc il y avait sur la diffusion un hypersignal mésencéphalique et au niveau de la cérébrale postérieure et une atteinte bithalamique et une occlusion de la terminaison du tronc basilaire. Donc, c'est un tableau de syndrome de top of basilaire syndrome. Donc, sur le plan épidémiologique, c'est des AVC qui sont rares. Ils représentent 1% des AVC et 20% des AVC par occlusion d'un gros tronc, avec une incidence qui varie entre 1 et 4 par 100 000 habitants et un âge moyen de 63 ans. Donc, c'est un âge qui est relativement jeune, une prédominance masculine avec des facteurs de risque qui ressemblent aux patients ayant un AVC carotidien. Pour les mécanismes physiopathologiques, donc on a les cardio-emboliques qui représentent 36% et l'athérosclérose 35%. On va voir comment on peut approcher ces mécanismes uniquement à partir de la clinique et de la topographie de l'occlusion et une mortalité qui est très élevée, donc qui atteint les 90%. Un bref rappel anatomique par rapport à l'artère basilaire, au tronc basilaire, il y a 3 segments. Un segment proximal qui commence dès la réunion des 2 artères vertébrales jusqu'à l'artère cérébelleuse antéro-inférieure. Un segment intermédiaire au tiers moyen qui s'étend entre l'artère cérébelleuse antéro-inférieure et l'artère cérébelleuse supérieure. Et un segment distal au-delà de l'artère cérébelleuse supérieure. Par rapport à la présentation clinique, dans cette situation des occlusions aiguës des troncs basilaires, 2 tiers des patients présentent des prodromes, donc à type de vertige et de céphalée, et ces prodromes sont souvent retrouvés corrélés à une cause athéromateuse. Il y a peut-être de l'athérome intracrânien au niveau du tronc basilaire, et donc on a ce qui explique ces signes prodromiques. Par rapport au mode d'installation aussi, donc il y a une différence par rapport à la circulation antérieure. Lorsqu'on a un mode classique, brutal, sans signe prodromique, ça permet d'évoquer un mécanisme embolique et c'est souvent, on a une occlusion du tiers distal de l'artère basilaire. Par contre, lorsqu'on a un mode d'installation brutal, sans signe prodromique ou progressif sur quelques heures, voire quelques jours, avec ou sans signe prodromique, ça permet de penser à évoquer un mécanisme athéroscléreux et donc et aussi une occlusion proximale. Par rapport aux symptômes les plus fréquents à partir d'un registre du New England des AVC de la circulation postérieure, le vertige, les troubles de l'équilibre arrivent en premier plan avec suivi des faiblesses unilatérales et la dysarthrie. Et vous remarquez que la faiblesse unilatérale et la dysarthrie, ça peut peut-être prêter confusion et faire penser à un AVC carotidien, alors que nous, on est devant un AVC du tronc et peut-être une occlusion du tronc. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit
une hémiplégie avec dysarthrie, il peut avoir une origine vertébro-basilaire. Et après, donc, à partir de la clinique, on peut aussi prédire la topographie de l'occlusion de l'artère basilaire. Lorsqu'on a des signes sous forme de dysphagie, nausées, vomissements, vertiges ou des troubles de l'équilibre, c'est plutôt donc une occlusion proximale. Lorsqu'on a un déficit unilatéral, paralysie des nerfs crâniens ou une tétraplégie, c'est plutôt, on est devant une occlusion du tiers moyen. Et lorsqu'on a des signes à type de déficit sensitif, des troubles de la vigilance par atteinte thalamique, et des signes visuels, on est plutôt devant une atteinte du tiers distal, une occlusion du tiers distal de l'artère basilaire. Puis après, dans cette situation donc, qui est grave, occlusion de l'artère basilaire, on a deux principaux syndromes avec des pronostics relativement différents, mais qui sont sévères les deux. Donc, le premier, le plus fréquent, qui est la hantise de tout neurologue, à chaque fois qu'on a une occlusion, on pense à un AVC vertébro-basilaire, on a peur que notre patient évolue vers ce syndrome-là, là, le lock-in syndrome ou le syndrome de verrouillage ou le pseudo-coma, qui a été décrit donc la première fois en 1966 par Plume et Posner, et qui correspond à une occlusion du tiers moyen de l'artère basilaire en regard du pont avec un infarctus bilatéral de la partie ventrale de la protubérance. Au début, on peut avoir des troubles de conscience, mais ces troubles après, donc les troubles de conscience sont absents par définition. La présentation du coma de Dr Benjamin donc, a précisé ça. Il y a des on a une tétraplégie ou une tétraparésie, une diplégie faciale, anartrie et une ophtalmoplégie complète. Seuls les mouvements de verticalité sont conservés et il n'y a pas de troubles cognitifs et la communication elle est essentiellement basée sur les mouvements oculopalpébrales, surtout le mouvement oculaire de verticalité et le clignement palpébral. Puis après, le deuxième syndrome, c'est le top of basilaire syndrome. C'est le syndrome de la bifurcation du tronc basilaire. Donc, c'est un caillot, c'est une occlusion qui va se mettre au niveau du tiers distal de l'artère basilaire et qui va être responsable d'un infarctus diencéphalique thalamique et temporo-occipital uni ou bilatéral en fonction de la configuration du polygone qu'on va voir. Et la clinique, on va avoir des troubles de la vigilance qui peuvent aller du coma jusqu'à la somnolence, des troubles visuels et oculomoteurs, alors qu'il n'y aura pas de déficit moteur. Et dans ce syndrome-là, il y a 4 patterns clinico-radiologiques différents et de pronostics différents aussi. Et ça tout dépend de la qualité du polygone de Willis, de la partie postérieure du polygone de Willis. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des communicantes postérieures efficaces avec un segment P1 qui est préservé. Donc, première situation, occlusion du tiers distal du tronc basilaire. Mais en absence de communicante postérieure, et on a un infarctus mésencéphalique et cérébelleux. Deuxième situation, donc toujours occlusion distale, mais on a des communicantes postérieures, mais il n'y a pas de segment P1, donc ces communicantes postérieures n'alimentent pas cette circulation postérieure, et donc on aura toujours donc, un AVC qui est étendu, protubérantiel et mésencéphalique. La meilleure situation, c'est les patients qui ont un polygone qui est efficace, c'est-à-dire des communicantes postérieures avec un segment P1 qui est conservé, et vous remarquez, les lésions ischémiques sont très limitées, et bien sûr, cliniquement, les symptômes seront mineurs. La quatrième situation, c'est lorsqu'on a une occlusion de la terminaison de l'artère basilaire et fragmentation de ce thrombus qui va partir au niveau des deux cérébrales postérieures. Et à ce moment-là, on aura un infarctus temporo-occipital bilatéral. Certes, on n'a pas de trouble de conscience, on n'a pas de déficit moteur, mais le patient aura une cécité peut-être corticale avec des troubles cognitifs relativement sévères. Donc, par rapport à la partie imagerie, donc j'insiste, si on a une suspicion d'occlusion du tronc basilaire, donc sur des troubles de conscience qui sont inexpliqués, une atteinte des nerfs crâniens même isolée, un vertige, il faut penser à évoquer ce diagnostic-là et donc demander une imagerie multimodale, c'est-à-dire une imagerie cérébrale et une imagerie des vaisseaux intracrâniens en urgence. Donc, première imagerie, c'est soit on va demander une TDM cérébrale ou une angio, ce qui est peut-être la situation la plus fréquente chez nous.
Le scanner, il a des avantages rapides, disponibles, mais beaucoup de limites, surtout par rapport à la cérébrale postérieure. Et c'est des patients qui sont relativement agités, donc on a beaucoup d'artefacts. Si on a un scanner de bonne qualité, on va calculer l'aspect, on va voir et rechercher ces fameux signes d'artère basilaire spontanément hyperdense comparativement à l'artère sylvienne spontanément hyperdense ou la trop belle sylvienne. Puis sur l'angio, donc qui est important, c'est pour pallier à ce défaut d'analyse parenchymateuse du scanner cérébral, on va visualiser l'occlusion et évaluer aussi la qualité des collatéralités. Pour l'aspect au niveau de la fosse cérébrale postérieure, donc c'est un aspect qui est facile. Donc 2 points pour la protubérance et pour le mésencéphale et un point chacun pour chaque thalamus, chaque lobe occipital et chaque hémisphère cérébelleux. Ça nous donne un score de 10. Ce score, il est corrélé aussi à un bon résultat lorsqu'on propose donc un traitement endovasculaire et c'est un score qui est important dans les décisions thérapeutiques et ça permet de prédire le pronostic, surtout lorsqu'on veut peut-être dépasser les fenêtres thérapeutiques classiques. Puis le deuxième élément à analyser, c'est le signe de l'artère basilaire spontanément hyperdense. Donc souvent, lorsqu'on parle de ce, on recherche là, il y a cette discussion, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est de l'athérome? Est-ce que c'est des calcifications? Est-ce que c'est pas parce que le patient est une hémoconcentration? Donc on a cet aspect-là. Mais de manière globale, la présence de ce signe-là est fortement corrélée à une thrombose de l'artère basilaire. Et pour améliorer peut-être cette sensibilité de ce signe-là, donc bien sûr, il faut avoir l'œil et on essaie aussi de rajouter un deuxième élément, c'est la mesure de la densité au niveau de l'artère basilaire. Et si cette densité est supérieure à 46, on peut dire que ces deux éléments-là, ils ont une sensibilité élevée pour détecter une occlusion aiguë du tronc basilaire. Dans cet article-là, ils ont introduit un autre élément, mais qui n'était pas significatif, c'est le rapport entre la densité du thrombus mesuré sur le scanner et l'hématocrit du patient. Et si ce rapport est supérieur à 1,2, aussi, donc on va dire, ça permet d'améliorer cette sensibilité, cette spécificité de ce signe-là. Donc, à rechercher de manière active. Puis, pour la partie angioscanner, on va analyser, donc il y a des scores de collatéralité. Donc, il y a deux scores qui sont rapportés dans la littérature. Le premier, moi, je trouve que il est un peu difficile à pratiquer parce qu'il va coter la communicante postérieure 2 points lorsqu'il est de bon calibre, 1 point lorsqu'il est hypoplasique et 0 lorsqu'il est absent. Le segment P a 1 point. Et il faut identifier les artères cérébelleuses supérieures, antéro-inférieures et la pica, chose qui est un peu difficile sur l'angioscanner dans la pratique. Le score de Batman, donc en plus d'évaluer les collatéraux, il évalue la longueur du thrombus. La cotation au niveau des communicantes postérieures est la même, au niveau du segment P1 est la même, mais au niveau de la partie, on va dire, artère basilaire, on va coter 1 point pour chaque partie. Donc, 1 point pour le tiers distal, moyen et proximal et 1 point pour l'artère vertébrale. Donc là, c'est un exemple d'un patient qui a un score de Batman de 9. Vous remarquez ici, donc il y a les deux communicantes postérieures sont présents, ils sont cotés à 2. Les deux segments P1 sont présents. Lorsqu'on va arriver sur l'artère basilaire, le tiers distal, il n'est pas opacifié, donc on va le coter à 0. Donc le patient, on va lui retirer 1 point de 10 points. Par contre, le tiers moyen et le tiers distal sont visualisés, donc on va rien retirer. Et l'artère vertébrale, elle est bien visible, et donc on retire 1 point. L'autre patient, c'est un patient qui a un Batman à 0. Donc vous voyez, les deux communicants ne sont pas visibles, les segments P1 des deux cérébrales postérieures ne sont pas visibles, le tronc basilaire aussi n'est pas opacifié, l'artère vertébrale n'est pas opacifiée, et donc c'est un patient qui a un score très faible et donc un mauvais pronostic. Et ces scores-là sont associés, j'ai oublié de le dire, ils ont un intérêt pronostic. Un score Batman qui est supérieur à 7 est corrélé à un pronostic favorable, alors qu'un score qui est inférieur à 7, il est corrélé à un mauvais pronostic. Et ça aussi, c'est un élément qu'on peut intégrer lorsqu'on veut proposer une thérapeutique de reperfusion. C'est un patient au-delà des fenêtres thérapeutiques classiques.
Par rapport à l'IRM, donc l'IRM, bien sûr, il a pas mal d'avantages. Bilan lésionnel précis, ça permet d'évaluer donc la pénombre par le mismatch diffusion-flair, quoique c'est pas très consensuel au niveau de la cérébrale, au niveau des AVC vertébro-basilaires. Et ça permet aussi d'explorer en même temps les vaisseaux. Donc, on a dans le protocole le TOF artériel qui est là. Par contre, par rapport à l'IMI, c'est un taux d'acquisition qui est plus lent, mais essentiellement, c'est l'accès qui est limité dans notre condition. Et on va analyser aussi, comme dans le scanner, le score aspect, identifier le siège de l'occlusion et bien sûr, voir ce fameux mismatch diffusion flair. Donc, par rapport au score aspect au niveau de l'IRM, c'est la même notation que dans le scanner, donc 2 points pour le mésencéphale et le pont, et 1 point pour chaque thalamus, lobe temporal et hémisphère cérébelleux, et un score qui est supérieur à 8 est corrélé à un pronostic favorable. C'est un argument fort et qu'on peut intégrer aussi dans la décision thérapeutique après. Par rapport à la prise en charge thérapeutique. Donc, au niveau de l'UNV, donc c'est identique comme ce qu'on fait par rapport aux AVC carotidiens. Bien sûr, les patients qui ont une occlusion du tronc basilaire ont plus de chances de basculer vers la réanimation lorsqu'il y a des troubles de conscience. Et l'autre élément, c'est que les grandes études sur la thrombolyse et la thrombectomie n'ont pas analysé ou n'ont pas inclus des patients ayant des occlusions du tronc basilaire. Donc, dans les études de la thrombolyse, donc, il y a uniquement 14% des patients qui avaient un AVC de la circulation postérieure. Et dans ce lot-là, on ne sait pas combien d'occlusions du tronc basilaire. Et dans les études de la thrombectomie, les grandes études, il y a uniquement 8% de patients qui ont eu une occlusion aiguë du tronc basilaire. Donc, pas de recommandation spécifique pour la prise en charge de l'AVC de la circulation postérieure. Il est assimilé à celle de la circulation antérieure. On n'a pas mieux. Et on a besoin de réponses, de preuves par rapport à l'efficacité et la sécurité des traitements de reperfusion et aussi par rapport à la fenêtre thérapeutique. On va essayer de voir ça à travers la littérature. Donc, par rapport à la thrombolyse, 2 méta-analyses. Donc, une méta-analyse de 13 études qui comparent la thrombolyse dans la circulation antérieure par rapport à la circulation postérieure. Et donc, dans ce lot-là, il y a les AVC avec occlusion et sans occlusion. Et sur cette analyse, la thrombolyse, le risque hémorragique, il est 50% moins important dans les AVC de la circulation postérieure par rapport à la circulation postérieure par rapport à la circulation antérieure, mais les patients, en fin de compte, ils ont le même pronostic fonctionnel avec un risque surélevé de décès. Deuxième méta-analyse qui compare aussi la thrombolyse dans les AVC de la circulation antérieure et postérieure. Et les auteurs, ils ont conclu que la thrombolyse dans les AVC de la circulation postérieure, elle est sûre, elle est efficace, mais bien sûr, le résultat dépend de le tronc, la largeur de l'AVC qui est touché, et que l'efficacité et la sécurité des traitements intra-artériels, il est comparable, voire plus faible que dans la circulation antérieure. Donc, à cette étape-là, on peut dire que la thrombolyse dans les AVC de la circulation postérieure, elle est efficace, elle est safe aussi, mais peut-être il dépend, il y a un élément qu'il faut introduire pour déterminer cette efficacité-là. Et c'est la longueur du thrombus. C'est la même chose que dans les AVC de la cérébrale antérieure. Et dans cette étude, donc, les patients, donc, qui a inclus une quarantaine de patients, 80 patients qui avaient une longueur de thrombus supérieure à 15 mm n'ont pas recanalisé, et que les patients qui ont recanalisé après une thrombolyse seule avaient une longueur moyenne du thrombus qui est autour de 7 mm. Donc, la longueur du thrombus est importante, et donc c'est un élément qu'il faut intégrer aussi dans la décision thérapeutique. Après, par rapport à la thrombectomie, donc on a dit il n'y a pas d'études, on peut dire jusqu'à mai 2021, on n'avait pas de résultat d'études head-to-head entre traitement médical et traitement chirurgical.
Donc, les recommandations sont basées sur les registres. Donc, deux principaux registres donc, que j'ai sélectionnés. Il y a l'endostroke. Donc, c'est un registre qui a inclus 142 patients avec occlusion de l'artère basilaire. À peu près 60% des patients, ils ont eu donc, une thrombolyse, thrombectomie et avec une recanalisation de bonne qualité TC2, B3 qui atteint dans 79% des cas, mais un résultat, uniquement un bon résultat chez 34% des patients. Donc, c'est vrai, la thrombectomie, elle est associée à un bon résultat de recanalisation, mais le pronostic ne suit pas. Donc, seule la moitié de ces patients, donc, ils ont un bon pronostic. Donc, il y a peut-être d'autres facteurs qui interviennent. Puis après, le registre TREAT, c'est un registre japonais. L'intérêt de cette méta-analyse, c'est qu'il a inclus les nouveaux dispositifs de thrombectomie, c'est-à-dire le stent retriever et la thromboaspiration, parce qu'il était conclu au-delà entre 2015 et 2017. Vous voyez donc que la recanalisation a été obtenue chez 47 patients sur 48, mais uniquement 20 patients sur 48, ils ont eu un bon pronostic. Donc, la thrombectomie, c'est vrai, avec les dispositifs modernes, est associée à un taux de recanalisation qui est très élevé et un bon pronostic, mais qui reste quand même limité. Mais après, on peut dire, vu la gravité du tableau clinique, c'est déjà pas mal. Puis après, il y a les recommandations européennes. Il n'y a pas de recommandations claires. Il y a une opinion d'experts avec un vote, on va dire, qui est de 11 sur 11 des personnes qui ont rédigé ces recommandations et qui recommandent vivement de proposer la thrombolyse et la thrombectomie chez les patients ayant une occlusion de l'artère basilaire, vu la gravité du tableau clinique. Puis après, pour finir pour terminer avec le traitement thrombolyse, thrombectomie, donc il y a une méta-analyse donc, qui a été publiée en 2019 qui a montré que la thrombectomie offre donc un pronostic meilleur et un taux de recanalisation plus élevé dans les occlusions de l'artère basilaire par rapport au traitement la thrombolyse intraveineuse ou intra-artérielle. Et il n'y a pas de supériorité entre les deux dispositifs, le stent retriever ou la thromboaspiration. Puis, donc, il y a l'étude basique, c'est une étude qui vient d'être publiée dans le New England le 20 mai 2021. Cette étude qu'on attendait depuis plusieurs années, donc elle a commencé en 2011, donc elle a été terminée en 2019 et qui a inclus 412 patients. C'est des patients traitement de bras, randomisés, double aveugle, très puissantes, des patients qui ont une occlusion du tronc basilaire admis dans les 6 heures. Et sur les 412, ils ont inclus 300 patients, 124 étaient traités, mais hors étude pour des raisons diverses. Et les résultats finaux, il n'y a pas de différence significative entre les deux traitements sur l'évolution favorable, sur la transformation hémorragique précoce à J3 et sur la mortalité. Mais les auteurs disent que le bénéfice de ces résultats sont à pondérer parce que ne permettent pas d'exclure le bénéfice de traitement endovasculaire. Et donc, pour finir, je vous propose donc qu'il y a deux plaques, donc un algorithme lorsqu'on a une suspicion d'une occlusion du tronc basilaire, bien sûr, sans tarder, une imagerie vasculaire, scanner ou un angioscanner, IRM ou angio-IRM. Et lorsqu'on va mettre en évidence l'occlusion du tronc basilaire, si on est à moins de 6 heures, c'est thrombolyse plus thrombectomie. Si on est à plus de 6 heures, donc c'est un traitement endovasculaire. Après, on peut aller jusqu'à quelle fenêtre thérapeutique. Les auteurs il n'y a pas de recommandation claire. On peut aller jusqu'à 24 heures, voire 48 heures si on a des patterns radiologiques qui sont favorables. Et donc, d'autres éléments qui vont nous aider à sélectionner ces patients pour ces thérapeutiques de reperfusion,
c'est-à-dire c'est des facteurs cliniques, la jeûne, l'AVC mineur, le déficit modéré et le mode d'installation brutal. Donc, ça veut dire qu'on a des occlusions emboliques et donc on n'a pas une occlusion sur une plaque d'athérome qui est difficile à gérer en thrombectomie. Les patterns radiologiques, c'est un aspect qui est supérieur à 8. Des bonnes collatéralités, en particulier la présence de communicantes postérieures, la localisation distale de l'occlusion et un thrombus court inférieur à 8 mm. Et bien sûr, un résultat angiographique après thérapeutique de reperfusion, ici de B ou 3, c'est-à-dire une reperméabilisation quasi complète de cette artère. Et donc, en résumé, pour conclure, donc l'occlusion aiguë de l'artère basilaire est une urgence neurologique avec une morbimortalité qui est très élevée, qui nécessite une vigilance particulière. En particulier, lorsqu'on a des tableaux qui peuvent être trompeurs, par exemple un vertige, lorsqu'on a un vertige, il faut faire cette manœuvre, ce test de Hinds, et donc ça permet d'évoquer un vertige central, et donc il faut faire une imagerie pour rechercher une occlusion, un déficit unilatéral, un coma inexpliqué. Il faut penser à l'occlusion de l'artère basilaire, et en plus, on a une fenêtre thérapeutique un peu plus large, 24 heures, voire 48 heures. Le gold standard en diagnostic, c'est l'IRM et l'ARM. À défaut, c'est la TDM cérébrale, mais couplée à l'angioscanner. Il ne faut pas se contenter du TDM cérébral, c'est moins. Par rapport aux thérapies de reperfusion, même en l'absence d'études randomisées démontrant la supériorité de traitement endovasculaire, la thrombectomie mécanique associée à la thrombolyse intraveineuse et intra-artérielle reste notre meilleure stratégie actuelle. Et merci.